Bonjour à tous, merci d'être avec nous et bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information en français sur Mandarin TV. À mes côtés, toujours Sylvie Chen pour vous donner les dernières infos en Chine et les relations franco-chinoises. On commence tout de suite ce journal avec les titres. La Chine s'allie avec la Russie pour construire une usine gigantesque en Sibérie. Et la boisson alcoolisée la plus consommée dans le monde, le vin, est au cœur des problèmes entre la Chine et l'Australie. La vie reprend à Wuhan, une fête techno a rassemblé des milliers de personnes. Et le cinéma aussi rassemble en ce moment beaucoup de personnes en Chine, notamment avec sur les écrans le sorcier le plus connu de tous. Une grande marque chinoise collabore avec le PSG, le Paris Saint-Germain. Et une bonne nouvelle, le panda géant le plus vieux du monde a fêté son anniversaire ce week-end. Nouvelle coopération entre la Chine et la Russie, plus de 10 milliards de dollars. C'est le montant colossal que vont investir ces deux pays pour la création d'une usine gigantesque en Sibérie. Sur les bords du fleuve Amour, près de la frontière russo-chinoise, Sibur, le géant russe de la pétrochimie, se prépare à franchir un nouveau cap sur son site sibérien. Le groupe a lancé ce mardi les travaux préparatoires d'une nouvelle usine de polymères construite à Svobodny, à 2 heures de la ville de Blagoveshchensk. L'usine nommée Amour GCC transformera des produits obtenus lors de l'extraction d'hydrocarbures en polymères, des granules utilisés pour fabriquer des produits en plastique très demandés dans le monde et notamment en Chine. L'usine, qui devrait être achevée en 2024, représente un investissement estimé à 10-11 milliards de dollars effectué en co-entreprise entre Sibur à 60% et le géant chinois Sinopec à 40%, également actionnaire de Sibur. Dans sa nouvelle usine, Sibur ambitionne de doubler sa production pour produire 2,7 tonnes par an de polymères, dont les 3/4 devraient être absorbés par la Chine. Le groupe estime que la demande chinoise augmente de plus de 6% par an. Ce chantier est lancé alors que, en pleine crise de coronavirus, la demande de plastique est en forte croissance. Le Premier ministre russe, Mikhail Mishustin, a apporté son soutien à ce projet. Il a déclaré lors d'une vidéoconférence qu'il créera des milliers d'emplois et de la croissance économique. Les travaux commenceront après la réception des permis de construction attendus cet automne. L'Extrême-Orient est le terrain de plusieurs projets d'envergure matérialisant la volonté de Moscou d'une plus grande coopération économique avec la Chine. L'usine de Sibur sera ainsi approvisionnée par une gigantesque usine de Gazprom en construction également à Svobodny, elle-même reliée au gazoduc Power of Siberia, inauguré fin 2019 et qui livre du gaz naturel en Chine. Et vous le savez, les Chinois sont de très grands consommateurs de vin. L'Australie est le premier exportateur dans ce domaine vers la Chine. Mais Pékin a lancé une enquête anti-dumping sur les vins australiens, une menace majeure pour l'industrie de 6 milliards de dollars. La Chine et l'Australie s'engagent dans un bras de fer sur le vin. Pékin mène une enquête anti-dumping qui pourrait déboucher sur de lourdes taxes. Le dumping dont Pékin accuse Canberra est une pratique qui consiste notamment à vendre à l'étranger à des prix inférieurs à ceux pratiqués sur le marché national. L'Australie est le principal exportateur de vin vers la Chine devant la France. L'enquête de 12 mois examinera si les viticulteurs australiens ont déversé des bouteilles bon marché en Chine pour noyer les producteurs locaux entre 2015 et 2019. Mais le ministre du Commerce australien, Simon Birmingham, a déclaré qu'il était perplexe par cette décision car les vins australiens en Chine sont chers juste derrière les vins néo-zélandais. L'enquête doit se terminer dans plus d'1 an. Elle a déjà semé la peur dans le cœur des viticulteurs australiens qui envoient 37% de leur exportation vers la Chine. Les exportations de vins australiens vers le pays asiatique ont atteint l'an passé 1,25 milliard de dollars australiens, soit 760 millions d'euros, selon Canberra. C'est le plus grand marché à l'export pour ce produit. En mai, la Chine avait déjà mené une enquête anti-dumping sur l'orge australienne. Elle s'est terminée par un droit de douane de 80% sur la récolte, ce qui empêche effectivement les agriculteurs australiens de la vendre à leur plus grand marché. À l'heure actuelle, le gouvernement fédéral australien nie le dumping et lutte contre les tarifs. L'Australie exporte plus d'1 milliard de dollars de vin vers la Chine sur 2,9 milliards de dollars d'exportation totale de vin vers le monde. Les deux pays étaient déjà en conflit sur le front de Hong Kong. Ils se livrent à nouveau un bras de fer. Peu avant l'été, le ministère chinois de l'Éducation a annoncé vouloir renforcer l'examen d'entrée des étudiants étrangers aux universités. L'objectif, enrayer les entrées détournées des locaux. L'examen d'entrée aux universités chinoises
connu sous le nom de Gaokao, est considéré comme un examen difficile et sélectif pour tous les Chinois, mais ne s'applique pas aux étudiants étrangers qui souhaitent faire des études supérieures en Chine. Cette évaluation étant moins compétitive pour les étrangers, de nombreux parents chinois n'hésitent pas à investir dans des programmes d'immigration afin d'obtenir pour leur enfant un passeport étranger. Avec ce détour, on voit des étudiants qui n'ont jamais vécu à l'étranger ou même quitté la Chine obtenir des places internationales dans les universités. Pour remédier à ce problème, les universités sont appelées à vérifier strictement l'éligibilité des candidats à partir de l'année prochaine. Selon le règlement, les étudiants dont au moins un des parents est chinois et qui ont acquis la nationalité étrangère à la naissance doivent avoir vécu à l'étranger au moins 2 ans au cours des années précédant leur candidature à un programme de premier cycle. Pour les personnes qui sont nées en Chine et ont immigré par la suite, elles peuvent postuler si elles ont un passeport étranger depuis plus de 4 ans avant la candidature et si elles ont vécu pendant au moins 2 ans à l'étranger. Même si ces règles sont établies depuis 2009, toutes les universités ne les appliquent pas avec la même rigueur. À Wuhan, la vie reprend petit à petit. La ville chinoise était l'épicentre du coronavirus. L'épidémie a été enrayée grâce aux mesures strictes prises par le gouvernement chinois. Ce week-end, une pool party a eu lieu. Des milliers de Chinois ont bravé la peur du virus à Wuhan, épicentre de la pandémie de Covid-19, lors d'un événement techno dans un parc aquatique organisé le week-end dernier. Le Maya Beach Water Park était ainsi rempli à ras-bord de fêtards en maillot de bain, dansant côte à côte sur de la musique techno. Certains étaient même dans l'eau dans des bouées oranges pour participer à la fête. La Chine, où le Covid-19 a fait son apparition à la fin de l'an dernier, a largement maîtrisé le virus depuis. Le pays n'a recensé ces derniers jours que quelques dizaines de nouveaux cas quotidiens signalés par les relevés officiels. La métropole de Wuhan, coupée du monde pendant 76 jours entre janvier et avril, a elle aussi repris progressivement une vie normale après avoir été la première ville de la planète mise en quarantaine pour cause de coronavirus. Le Hubei, province dont elle est la capitale, n'a pas connu de nouveaux cas de contamination depuis mai. Si beaucoup de Chinois continuent à limiter leurs déplacements et à porter le masque en public, Wuhan cherche à relancer son économie gravement affectée par l'épidémie en début d'année. Le Hubei offre ainsi des entrées gratuites dans 400 sites touristiques. Xi Jinping, le président chinois, est fan de football. Pas étonnant que les entreprises chinoises investissent dans ce sport. Le groupe chinois Hisense s'est associé la semaine dernière au club de la capitale française, le PSG. Le PSG compte depuis une semaine un partenaire électronique grand public et électroménager. Le groupe chinois Hisense s'est associé au club de football champion de France dans le cadre d'un partenariat pluriannuel. En se rapprochant du Paris Saint-Germain, la marque va pouvoir bénéficier d'un retour en visibilité à travers les supports de communication du club tels que les réseaux sociaux, les programmes officiels, les plateformes télévisuelles. Le groupe fournira le club de la capitale en appareils de sa propre technologie. Pour Rémi Journet, vice-président d'Hisense France, ce partenariat avec le Paris Saint-Germain affiche très clairement l'ambition pour le groupe chinois de devenir dans les 3 prochaines années l'une des 4 marques de télé les plus vendues en France, ainsi que le leader en gros électroménager dans plusieurs catégories premium, dont les réfrigérateurs multiports. Ce projet à 3 ans sera soutenu par des investissements marketing d'envergure afin de poursuivre la croissance de la notoriété de la marque auprès du grand public. Hisense est déjà présent dans le sport à travers un sponsoring de grands événements, Mondial 2018, Euro 2016, Open d'Australie ou via l'écurie Red Bull Racing. Sébastien Wassel, directeur général Asie-Pacifique du Paris Saint-Germain, explique que c'est un partenariat fort pour le club, car il démontre l'engagement croissant vers la région Asie-Pacifique. Le club a hâte d'offrir l'expérience du Paris Saint-Germain à encore plus de foyers à travers le monde. Avec Hisense, le PSG veut se rapprocher de ses fans en Chine, où est implanté le siège de Hisense. Pour faire revenir les spectateurs dans les salles de cinéma, le marché asiatique a misé sur des valeurs sûres comme le premier opus de la saga Harry Potter. Pari gagné pour les salles obscures et Warner Bros. Puisque le tome 1 Harry Potter à l'école des sorciers a amassé 13,6 millions de dollars de recettes supplémentaires en seulement 3 jours. Plus de 19 ans après sa sortie au cinéma, la première adaptation du roman de J.K. Rowling est en passe d'être le 2e film de la saga à atteindre le milliard de dollars de recettes dans le monde après Harry Potter et les reliques de la mort partie 2.
Un succès qui rassure les professionnels du secteur après la crise sanitaire, mais qui reste encore loin des chiffres de l'année dernière. Le premier volet de la franchise est ressorti ce week-end en Chine, en version 4K et 3D, et le film est arrivé en tête des entrées. Il a amassé 13,6 millions de dollars de recettes supplémentaires en seulement 3 jours sur 16 000 écrans, dont 2,1 millions sur 594 écrans IMAX, indique Deadline. Le succès du retour du film a aidé le box-office chinois à atteindre son meilleur week-end depuis la réouverture de ses cinémas en atteignant quelques 21,9 millions de dollars de recettes selon The Hollywood Reporter. Cela fait maintenant 4 semaines que les cinémas ont rouvert leurs portes au public en Chine depuis le confinement décrété en janvier dernier suite à la pandémie de Covid-19. Une reprise en demi-teinte pour l'industrie du cinéma en très grande difficulté depuis la crise sanitaire. Les cinémas doivent toujours composer avec les mesures de sécurité sanitaire toujours en place comme le nombre limité de projections et la distanciation physique. Sorti en 2001, Harry Potter à l'école des sorciers est en passe de devenir le deuxième film de la saga à atteindre le milliard de dollars de recettes grâce à cette rediffusion sur grand écran. Le film fantastique comptabilise plus de 975 millions de dollars de recettes dans le monde. Le premier film de la saga Harry Potter n'est pas le seul à séduire les foules puisque Interstellar de Christopher Nolan a également récolté 1,3 million de dollars supplémentaires en Chine. Une bonne nouvelle à l'aube de la sortie du prochain film du cinéaste avec Tenet prévu le 4 septembre en Chine et de la rediffusion de Inception prévue pour le 28 août prochain. Bonne nouvelle, samedi au zoo de la municipalité de Chongqing en Chine, le plus vieux panda du monde a soufflé ses bougies. Sunrequelle. Bon anniversaire. Voici la plus vieille femelle panda géant du monde. Elle s'appelle Jingjing et samedi, au zoo de la municipalité de Chongqing en Chine, elle vient de fêter samedi ses 38 ans. En bonne condition physique, malgré une hypertension occasionnelle, la femelle s'est vue offrir un énorme gâteau composé de ses aliments préférés. Des pousses de bambou, de la pastèque et des carottes. Jingjing est le plus vieux panda géant du monde à vivre en captivité. Son âge équivaut à plus de 110 ans chez les humains. Elle est née en 1982 dans la nature dans le district de Boengxing dans la province de Sichuan et a depuis 153 descendants répartis dans le monde entier, notamment aux États-Unis, Canada ou au Japon. Seuls 30 pandas géants dans le monde ont vécu plus de 30 ans selon le directeur technique du zoo. Nous lui souhaitons encore un joyeux anniversaire et une longue vie à cette belle mamie panda. On la surnomme souvent la plus française des villes chinoises ou encore le petit coin de France au bout du Yangtze. Wuhan et la France, c'est une histoire qui dure depuis 159 ans. C'est en 1861 qu'un lien unique va naître entre la ville de Wuhan et la France. Cette ville de 11 millions d'habitants, 6e ville la plus importante de Chine, n'est pas encore, à l'époque, la mégapole d'aujourd'hui. Elle est alors composée de 3 villes, dont celle de Hankou, qui longe le Yangtze-Kiang, le plus long fleuve du pays. Hankou est alors choisi pour devenir une concession française, une présence symbolique dans un premier temps, mais qui prendra toute sa force quelques années plus tard. La France y implantera véritablement à partir de 1896, elle y installera son administration avec la présence d'un consulat. Y seront également construits une église, un hôtel municipal, un commissariat ou encore une succursale de la Banque d'Indochine. Il faudra attendre 1943 pour que prenne fin cette concession, mais le lien entre Hankou et la France perdurera. On continuera d'y enseigner le français dans certaines écoles, des milliers d'élèves chinois passent tous les ans dans les écoles et universités françaises. Entre-temps, la ville de Hankou sera avalée par la ville de Wuhan pour devenir l'un de ses quartiers. La France y maintiendra sa présence avec l'aide notamment du général de Gaulle. Il s'agit à la fin des années 60 de faire de la ville un modèle de la coopération franco-chinoise. Un consulat ouvrira ses portes en 1998, mais surtout, c'est là que viendront s'y installer nos entreprises, notamment dans le secteur de l'automobile. Présence de Citroën, Peugeot, Renault, mais on peut y ajouter aussi la maison Sud-Ouest France qui utilisera son implantation pour promouvoir le vignoble français. On estime à 1 millier le nombre de ressortissants français qui vivent aujourd'hui à Wuhan sur les 30 000 recensés en Chine en 2020. Une présence liée aux entreprises françaises qui y sont implantées. Présent à Wuhan depuis 1990,
Le groupe PSA gère 3 usines sur place et emploie 2000 personnes. Renault possède aussi une usine, avec là aussi 2000 salariés ainsi qu'une cinquantaine d'expatriés. Enfin, on notera la présence sur place du groupe pharmaceutique Sanofi ou encore le groupe LVMH avec une boutique de luxe Louis Vuitton basée dans les rues de Roanne. Roanne et la France, c'est une histoire qui n'est pas près de s'arrêter. C'est déjà la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et vous pouvez dès à présent retrouver toute l'actualité de la Chine et des relations franco-chinoises sur mandarintv.fr. Merci. Au revoir.